L'émission Enjeux de société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Rencontrons Kylian Gay, intervenante en promotion et prévention chez Santé Mentale Québec, Bas-Saint-Laurent, pour discuter de l'impact croissant de la solitude chez les jeunes et explorer des solutions pour renforcer les liens sociaux. Comment pouvons-nous, en tant que communauté, soutenir efficacement les personnes dans leur quête de bien-être et de connexion authentique? Quelle est la différence entre santé mentale et maladie mentale? Comment les médias influencent-ils les préjugés associés? Nous approfondissons ces questions et plus encore dans cet épisode d'Enjeux de société avec Kylian Gay. Ça va me permettre de lancer la première question parce qu'en fait, c'est le terme de santé mentale positif. En fait, si je comprends bien, en fait, quand on parle de santé mentale, ça veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose de négatif. Mais du coup, parce que j'entends souvent le terme de maladie mentale aussi, est-ce que tu voudrais nous aider à faire un petit peu la part de ces deux termes? Oui, puis tu as totalement raison quand tu dis qu'on associe santé mentale avec les problèmes puis avec la maladie. Effectivement, c'est ce qu'on voit souvent dans les médias, c'est ce qui est mis de l'avant, c'est ce qui est dans le langage aussi courant en société, si on veut, là. Mais vraiment, il faut distinguer les deux, car quand on dit santé mentale, ça ne veut pas dire que c'est un lien avec un diagnostic ou c'est un lien avec quelqu'un qui est atteint d'une maladie mentale, qui va vivre avec un diagnostic. Donc, on peut être en très bonne santé mentale, même si on a un diagnostic. Et ça surprend souvent les gens, parce que, bon, quelqu'un qui aurait un diagnostic, par exemple, d'anxiété, un trouble d'anxiété généralisée, par exemple, là, pourrait être en bonne santé mentale parce qu'il a trouvé les outils, justement, pour avoir une bonne routine, pour bien fonctionner avec les autres, avoir des bonnes relations, un bon réseau, un travail qui le satisfait aussi, tout ça. Mis ensemble, tous les systèmes qui sont autour d'une personne peuvent être en équilibre. Parce que quand on parle de santé mentale, c'est surtout ça. C'est un état d'équilibre. Donc, moi, quand je suis en bonne santé mentale, c'est parce que j'ai plusieurs petites bulles autour de moi. Donc, la famille, le côté financier, le côté social, le côté des émotions. Puis ces petites bulles-là, quand que je sens qu'elles sont en équilibre, qu'elles me satisfait aussi au quotidien, ça veut dire que je suis en bonne santé mentale. Et ça se peut que dans ma vie, moi, je n'ai pas de problème de santé mentale, que je n'ai jamais de diagnostic, mais que je puisse quand même être en mauvaise santé mentale. Par exemple, si moi, personnellement, ça me stresse beaucoup de déménager. Puis ça, pourtant, déménager, c'est quelque chose que les humains en général peuvent vivre souvent dans une vie, même immanquablement, en fait, là. Puis je vais vivre un stress par rapport à ça. Fait que ce stress-là va venir affecter d'autres sphères de ma vie. Peut-être que j'ai moins envie de voir du monde, peut-être que mon sommeil est affecté par ce stress-là, peut-être que mon moral aussi est affecté. Donc là, ma santé mentale va être impactée par cet événement-là. Même si je n'ai pas de diagnostic par rapport à ça, ben je suis pas à l'abri quand même de vivre des petits creux là, dans ma vie, là, si on peut dire ça, là. Ce que je comprends, c'est que la frontière est en fait entre passer d'une santé mentale plus positive ou négative ou quelque chose qui est comme ça nous handicape en fait. Il y a pas grand-chose. Est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile d'être en bonne santé mentale? Je dirais qu'aujourd'hui, on a toujours eu ça dans notre société, cette espèce de facilité à parfois être dans le haut, être dans le bas. C'est sûr que aujourd'hui, la différence peut-être, c'est que les gens se mettent énormément de pression
Il y a comme un idéal à atteindre que les gens vont se mettre comme standard de vie. Il faut absolument être heureux, il faut absolument pouvoir être productif, pouvoir montrer la meilleure version de soi-même. Moi, c'est un terme avec lequel j'ai de la misère un petit peu, là, parce que la meilleure version de soi-même, ça peut être à différents niveaux, dans le fond, là. Ça peut être parfois à 50%, puis la journée d'après, ça va être 90%, puis l'autre d'après, ça va être à 10%. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espèce de course contre le bonheur que l'humain peut avoir tendance à aller chercher, là, peut aujourd'hui être lourde à porter parce que c'est une pression sociale qui a effectivement augmenté, là. Parce qu'en plus de ça, il y a des fois quand on est peut-être, tu parlais de la notion d'équilibre juste tantôt, si on est un peu légèrement déséquilibré, des fois on va aller chercher des éléments extérieurs pour essayer de compenser, que ça peut être un peu d'alcool ou différentes sources d'entertainment pour justement se redonner un boost. J'imagine que c'est ce côté-là, est-ce que ça peut avoir un apport négatif? Comment toi tu le vois, ça, ou positif? Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont chercher si je peux dire, à ne pas ressentir. On sait que le fait de ressentir nos émotions, c'est un facteur de protection en santé mentale et on cherche beaucoup à s'étourdir, à ne justement surtout pas ressentir les émotions qui sont désagréables. Donc, qu'on le fasse par la consommation, qu'on le fasse en s'étourdissant de toutes sortes de tâches au quotidien, peu importe le moyen qui est employé, en fait, c'est que là, on habitue notre corps à rechercher toujours des émotions qui sont agréables. Puis les émotions désagréables, on devient un peu moins tolérant avec le temps, ce qui fait qu'on va chercher à faire comme si ça n'existait pas, à faire comme si c'était pas grave, puis à les refouler, à les bloquer en dedans de nous. Puis ça peut mener au fait qu'à un moment donné, ben, on se comprend plus, puis on a moins de tolérance aux événements négatifs dans notre vie aussi. D'accord. Et j'aimerais juste revenir à ma première question pour faire le lien justement. Je parlais de santé mentale versus maladie mentale. À partir de quel moment on passe de l'un à l'autre? Alors, je ne sais pas si on passe de l'un à l'autre, mais c'est un peu la question simple que j'ai. Est-ce qu'à force d'être en déséquilibre, à un moment donné, on peut tomber plus dans une maladie mentale, ou le terme de maladie mentale peut-être n'est même pas lié à ça? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ben en fait, quand on parle d'une maladie mentale, c'est parce que il y a un certain nombre de critères où est-ce qu'on peut affirmer que quelqu'un, oui, est du côté du diagnostic ou ne l'est pas. Donc, ça, c'est vraiment les psychiatres là, qui vont pouvoir évaluer ça avec la personne. C'est une combinaison de facteurs qui vont faire en sorte que oui ou non, j'ai un diagnostic. Puis il y a des gens qui vont vivre avec un problème de santé mentale sans avoir de diagnostic non plus durant leur vie parce qu'ils n'ont pas été consultés, n'ont pas été voir plus loin, puis quand même peuvent s'en sortir plutôt bien, peuvent vivre des difficultés par rapport à ça. Mais c'est vraiment, c'est quand on se rend compte que on n'arrive plus à fonctionner adéquatement, il y a une grande détresse qui est ressentie aussi, ben là, les gens vont plus avoir tendance à vouloir essayer de voir, ben, y a-t-il quelque chose derrière ça, tu sais, est-ce que je pourrais avoir de l'aide par rapport à ça? Et de là, le diagnostic finalement, là, mais c'est sûr que la ligne peut être mince, là. Alors du coup, quand on dit le terme santé mentale positive, ça veut dire qu'au fait, on est dans la notion justement d'équilibre, on est comblé justement, puis on est équilibré à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Quand j'ai une bonne santé mentale, c'est parce que je nourris chaque sphère de ma vie avec le temps et l'énergie dont je dispose, dont j'ai besoin aussi. Certains vont penser que pour être en bonne santé mentale, il faut que toutes mes sphères de vie soient à côté à 100%, puis que ça aille super bien, puis que je sois toujours, toujours heureux. Donc, une bonne santé mentale, ça égale pas le bonheur à tout prix, puis le bonheur 100% du temps. C'est en fait de dire comme, ben, regarde, ce temps-ci, je suis plus fatiguée, j'ai moins d'énergie, donc je vais prendre plus de temps pour moi, mettre moins de temps dans ma sphère sociale, par exemple. Donc, dans cette situation-là, on pourrait dire que ça, c'est un exemple de quelqu'un qui va être en équilibre parce qu'elle se rend compte des besoins qu'elle a, elle se rend compte de où est-ce que je dois mettre mon temps en ce moment, puis où est-ce que je dois mettre mon énergie pour arriver à me sentir satisfait dans ce train-train de quotidien-là, là. Parce que tu parlais tout à l'heure, ça m'interpelle le fait de reconnaître, c'est un point positif justement, de reconnaître même si on n'est justement pas heureux ou qu'on est triste ou qu'on a un stress ou une anxiété. Pour les gens qui nous écoutent justement, le travail
qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre justement à reconnaître ses émotions? Parce que je sais que des fois, c'est pas, tu parlais des fois qu'on se lance dans un roulant pour essayer de fuir un peu ça, mais Oui. quelles seraient les pistes ou le chemin à utiliser justement, à emprunter pour aller plus dans la reconnaissance de ça? Alors, quand on parle d'émotion, en fait, la première chose que j'aurais à dire là-dessus, c'est que plus ça fait longtemps qu'on met nos émotions sous le tapis, qu'on essaie de les ignorer, de les étouffer, plus on fait ça longtemps, plus ça se peut que ça soit difficile après ça d'aller briser cette habitude-là, puis de recommencer à ressentir. Tu sais, c'est comme si là, on réhabitue notre corps à des nouvelles sensations. Donc, c'est normal qu'au début, ça soit déstabilisant, que ça soit difficile. Il faut comme reprogrammer son cerveau puis son corps par rapport à ça. Parlant de corps, justement, la première chose qu'on suggère aux gens, c'est d'être à l'écoute de nos signaux d'alarme. Parce que l'émotion va passer, oui, par le mental, mais aussi va essayer de s'exprimer avec notre corps. Fait que si j'ai beaucoup de colère en moi, par exemple, ben, il faut que je reconnaisse d'abord que, hey, c'est vrai que je suis tendue, c'est vrai que j'ai des bouffées de chaleur il m'arrive des situations, c'est vrai que je serre les poings, la mâchoire, mon corps essaie de me dire quelque chose. Si je ressens un stress, ben, je peux le reconnaître plus facilement si je me dis, moi, quand je suis stressée, j'ai mal au ventre. Ou moi, quand je suis stressée, j'ai mal à la tête. Donc, c'est quoi mes signaux à moi qui font en sorte que je peux me rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur? Deuxième chose, c'est d'apprendre à identifier ces émotions-là. Ben, c'est quoi en fait? C'est-tu de la tristesse? C'est-tu de la honte? C'est-tu une forme de stress? C'est-tu de la colère? Donc, c'est quoi? Puis à partir de là, essayer d'accueillir cette émotion-là. Parce que le réflexe qu'il y a en dedans de nous, c'est de se dire, premièrement, ben, j'ai pas le droit de ressentir ça. Il me semble que je suis tombée sensible aujourd'hui, puis franchement, je devrais me calmer un peu. Des fois, on fait ça comme humain. Donc, de se dire, non, aujourd'hui, là, j'ai le droit de ressentir à 100% mes émotions, puis je leur laisse la place. Parce que les émotions, ils ont une job vraiment importante, en fait, c'est de nous apporter un message sur de quoi j'ai besoin ou un message sur une limite qui a été dépassée aussi. Donc, au moment où est-ce que je vais décider de m'arrêter, de laisser cette émotion-là exister en dedans de moi, puis là, je vais essayer de comprendre d'où est-ce qu'elle vient et c'est quoi le besoin qui est caché derrière l'émotion. Donc là, moi, si je suis vraiment triste, justement, d'une situation qui m'est arrivée, une perte que j'ai vécue ou peu importe, du moment où est-ce que je me suis dit j'ai le droit d'être triste puis je prends soin de moi, ben ce serait quoi mon besoin? Par exemple, ça pourrait être un besoin de réconfort. Bon, et maintenant que je sais ça, comment est-ce que je vais aller chercher ce besoin-là? Est-ce que je vais appeler quelqu'un? Est-ce que je vais aller chez une amie? Est-ce que je vais prendre un petit moment pour moi, pour pleurer un bon coup, pour vivre ma peine? Donc, il faut vraiment trouver ça, ces sensations-là qui apparaissent en nous, qu'est-ce qu'elles veulent dire, puis comment est-ce que je peux faire pour les atténuer un petit peu, là. Comment est-ce qu'on pourrait définir justement ce cycle-là, j'ai l'impression, pour pouvoir en sortir dans le fond, parce que je peux comprendre qu'entre le stress et l'anxiété, ce ne sont pas des émotions confortables. Et je parle des fois aussi par expérience personnelle, comme si c'était pas... on essaie d'en sortir le plus vite possible, c'est un peu les outils qu'on a. Est-ce que l'idée, ça serait de rester là-dedans, d'observer, puis d'aller jusque là où ça peut aller? Ça peut être ça, dans le fond, c'est de faire un petit pas à la fois aussi. Tu sais, de réapprendre ça, de s'exposer à ces émotions-là qui sont un inconfort pour nous, qui sont désagréables. C'est un travail. Puis un travail qui peut prendre du temps. Tu sais, on va pas demander à quelqu'un de se comprendre à 100% puis de ressentir ses émotions alors en quelques jours, même quelques mois. Ça peut prendre du temps de un. Puis de deux, tu sais, on demande aux gens de faire le plus petit pas possible. Donc, si aujourd'hui, ton petit pas que tu as fait, c'est juste de pas te juger par rapport à tes émotions, puis c'est juste d'avoir essayé de te comprendre, puis d'écouter plus ton corps. Si c'est ça la petite chose que tu as fait aujourd'hui pour ça, ben c'est déjà beaucoup. C'est déjà un pas vers quelque chose qui va s'améliorer. Puis éventuellement, après ça, ça va être quoi les autres petits pas que tu vas faire pour apprendre à faire ça, puis briser ce cycle-là. Donc moi, quand que j'ai une émotion désagréable, ce que j'ai appris, c'est que c'est tellement pas le fun que je vais les éviter.
je vais essayer de pas les ressentir. Fait que là, ce que j'apprends à mon cerveau, c'est qu'il y a un danger, là. Il y a une menace à ressentir ces émotions-là. Donc, je veux faire comprendre à mon cerveau que c'est bon aussi d'avoir des émotions désagréables parce que ça peut me servir de moteur vers un changement pour améliorer ma vie, dans le fond. Puis de reconnaissance de mes besoins, surtout. Fait que là, plus que je vais le faire, plus que je vais envoyer des messages à ma tête pour lui dire, ben, regarde, la dernière fois que c'est arrivé, ben, tu as pu vivre une expérience qui était plus positive par rapport à ça. Sur le coup, c'était pas le fun, mais après ça, tu as trouvé des solutions, puis aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, là. Donc, c'est vraiment comme un ordinateur qu'on reprogramme, là. Est-ce que est-ce qu'il y a des besoins en particulier qui ressortent beaucoup plus que d'autres que, on va dire, peut-être que c'est par tranche d'âge ou qui sont pas justement comblés, qui amènent justement à un déséquilibre? Je parlerai peut-être au niveau de notre société aujourd'hui, on va parler peut-être pour le Québec. Je dirais que c'est vraiment propre à chaque personne parce que les besoins qu'on peut avoir, ça provient d'une multitude de facteurs. Puis des facteurs qui sont d'abord individuels. Oui, collectifs à certains moments, mais d'où est-ce que je viens, comment j'ai été éduquée, mon hérédité, comment est-ce que mon corps est fait biologiquement, est-ce que si je peux dire, mon bouton alerte qui est plus sensible que la moyenne, si je suis plus nerveuse que la moyenne, ça se peut que j'aie des besoins différents des autres. Donc, un besoin en société qu'on va voir souvent, ben, c'est d'être ensemble, c'est d'être accepté aussi par les autres. Ça, c'est quelque chose qui est assez commun à tous les humains, finalement, là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui vont venir jouer là-dedans, si je peux dire, là, selon qui je suis, ma personnalité, comment est-ce que je réagis aux choses, là, les besoins peuvent changer, là. Et est-ce qu'en faisant ce travail-là, on est amené justement à vivre une meilleure, j'imagine, estime de soi, à se connaître mieux, une confiance, à passer au travers des moments plus difficiles? Absolument. C'est sûr que l'estime de soi, c'est une des bases de la santé mentale. C'est un peu comme si l'estime de soi, c'était un arbre, puis qu'on avait des racines dans cet arbre-là. Puis si mes racines sont plus solides parce que j'ai confiance en moi, je sais que j'ai de la valeur, je sais que je vaux la peine d'être connue par les autres, ben ces racines-là de mon arbre vont être vraiment plus solides. Fait que quand que je grandis, quand mon arbre grandit, quand il arrive des gros coups de vent, des grosses intempéries, ben mon arbre est beaucoup plus solide pour faire face à ces tempêtes-là. Tandis que si mes racines sont fragilisées, parce que, bon, peu importe, là, j'ai eu une enfance difficile où est-ce qu'on n'a pas souligné beaucoup mes réussites puis mes bons coups, j'ai des pensées dans ma tête qui me disent toujours, qui me tapent un peu sur la tête, on a toujours une petite voix comme ça, tous et chacun, là. Mais si ces racines-là sont moins solides, c'est sûr que je vais avoir de la misère à utiliser les ressources que j'ai en dedans de moi pour faire face aux situations de la vie parce que simplement, je les connais pas. Donc, j'ai pas pu les développer non plus. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact sur ça, là. Et quand on a peut-être moins la capacité, qu'on apprend, qu'on est dans cette démarche-là, est-ce qu'on peut trouver des ressources à l'extérieur pour juste trouver des réponses ou poser des questions? Oui, absolument. C'est sûr que ce qu'on dit souvent aux gens, c'est que la santé mentale, c'est invisible, hein, c'est pas écrit dans le front. C'est pas comme quand je me casse une jambe, me casse un bras, je me présente à l'hôpital puis je reçois des soins. Quand c'est entre les deux oreilles, des fois, ça prend du temps avant qu'on ait le déclic, faire comme, hey, peut-être que ce serait bon que j'aille voir un professionnel pour m'aider à démêler mes pensées, mieux me comprendre, essayer d'aller vers des solutions. Donc, faut pas se gêner d'aller voir des ressources, que ce soit un ou une travailleuse sociale, un ou une psychologue, que ce soit un thérapeute, bon, vraiment, peu importe, là, ces ressources-là, elles sont là. Les centres de crise aussi, qui sont ouverts 24 heures sur 24 au téléphone, mais maintenant aussi même les textos, là. Donc, d'oser le faire, ça, c'est aussi un travail que nous, on doit un travail qu'on doit faire auprès des gens pour pas que les gens se sentent mal de le faire. Parce on a longtemps, en fait, associé la demande d'aide à une faiblesse. Les gens aiment pas mettre un genou à terre pour montrer leur vulnérabilité, pour faire comme, là, il y a quelque chose qui se passe, puis j'ai besoin d'aide. Moi-même, j'ai dû, durant ma carrière, me mettre
un arrêt-stop, si on veut, là, puis faire comme, ben, peut-être que j'aurais besoin d'aller voir, tu sais, aller parler de ce que je ressens, de qui je suis à travers ça pour apprendre à me connaître, là. Donc, faut pas avoir peur d'avoir l'air faible ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est une grande force de demander de l'aide. Est-ce que j'avais le goût d'avoir un peu ton opinion là-dessus sur toi qui travailles justement dans le domaine, est-ce qu'on peut dire que la société en général qui nous entoure, celle qui est proche de nous, là, est en bonne santé mentale ou est dans le cas dans la notion justement d'équilibre, là? Ben, je crois pas qu'il y a nécessairement plus de gens souffrant, plus de diagnostics nécessairement. On le voit dans les chiffres parce qu'on en a plus parlé. Puis ça, c'est depuis la pandémie. Là, je reviens souvent sur cette période-là, là, mais dans la pandémie, il y a des gens qui se sont rendus compte que, hey, c'est vrai, tu sais, moi aussi, je suis pas à l'abri, moi aussi, je peux être vulnérable. Puis il y a eu un éveil, en fait, dans la population à faire comme, hey boy, on doit peut-être se re-questionner justement, puis se donner le droit d'aller chercher de l'aide, d'aller montrer notre côté vulnérable justement là. Mais c'est sûr que c'est parce qu'on en parle plus qu'on a l'impression que ça pop de partout, puis euh, que tout le monde que tout le monde va pas bien finalement là. Mais ça a toujours été comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui il y a plus d'ouverture à en parler, puis on ose plus justement comme humain se montrer authentique là. Ben, j'aimerais revenir à cette journée du 13 mars prochain, en fait, qui est la journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Alors, ce que je vois bien que le terme positif est bien inscrit dedans, que c'est pas la journée de la santé mentale en général. Alors, vous mettez le point positif, enfin, on met le point positif pour quelle raison? Oui, ben nous, à travers toutes les philosophies du mouvement Santé mentale Québec, on met de l'avant le côté équilibre, le côté positif, le côté solution aux problèmes de santé mentale et à la santé mentale en général, évidemment. Il y a une autre journée qui est aussi appelée la Journée mondiale de la santé mentale, qui est le 10 octobre. Mais nous, on a choisi le 13 mars parce que c'est la journée où est-ce que l'état de pandémie au Québec a été émis. Donc, le 13 mars 2020. Et vu que cette date-là représentait aussi justement toute la sortie publique de certaines personnes qui disaient tu sais, aller moins bien, trouver ça difficile, toutes les gens qui ont dû demander de l'aide, qui se sont isolés durant cette période-là, ben, on a décidé de prendre cette date-là, de virer ça au positif pour faire de la promotion, justement, de faire comme hey, il existe des solutions, il existe des outils, profitez des organismes qu'il y a autour de vous aussi, prenez soin de vous. C'est vraiment le message qu'on veut lancer avec cette journée-là, là. Puis en parlant d'outils, justement, il y en a un dont tu voulais nous partager qui se nomme les 7 astuces pour se recharger. Alors, Oui. recharger, ça, dans le sens, on peut recharger nos batteries ou recharger de positivité. Comment tu nous Oui. expliquerais ça? Recharger parce que l'outil est en forme de batterie, comme vous pouvez voir ici. Mm. On a toute une petite batterie à l'intérieur de nous, là, fait qu'on trouvait que c'était une belle représentation de notre niveau d'énergie, mais notre niveau de santé mentale aussi. Donc, les 7 astuces pour se recharger, c'est 7 petits trucs qu'on peut appliquer au quotidien, peu importe qui on est, diagnostic ou non. Donc, on a agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens. Puis chaque année, le 13 mars, justement, il y a une astuce qui est mise de l'avant, où est-ce qu'on va créer des conférences par rapport à ça, des outils par rapport à cette astuce-là. Donc, l'année qui vient de passer, c'était créer des liens. Donc, il y avait des affiches roses, des dépliants roses partout. Et le 13 mars de cette année, ce sera s'accepter. Petit scoop, c'est la nouvelle campagne pour parler d'estime de soi, dans le fond, là. Donc, je pense que ça va rejoindre beaucoup de personnes. D'accord. Cet outil-là, en fait, juste pour avoir un peu plus de détails, on l'utilise de quelle façon? Est-ce que chaque point, on a accès sur Internet à cet outil, puis on peut justement le rentrer plus en détail sur Oui. chaque point? En fait, il y a deux façons d'utiliser cet outil-là. Donc, si on les commande sur le site du Mouvement Santé mentale Québec, ben c'est un dépliant comme ça, avec chaque astuce qui est expliquée à l'intérieur, mais on le retrouve aussi en format PDF sur Internet. Donc, on peut le consulter.
Puis aussi, si on va sur YouTube puis qu'on tape cette astuce pour se recharger, là, il y a plein de capsules vidéo. Ça peut être juste 30 secondes, ça peut être des plus longues vidéos aussi là, pour comprendre comment s'inscrit cette astuce-là au quotidien, là. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est des choses du quotidien qu'on connaît, entre guillemets, mais que des fois, on oublie d'appliquer là, avec tout ce qu'on a à faire, puis tout ce qui peut arriver dans une journée, là. Donc, c'est quelque chose à garder près de soi, là. Puis j'aimerais t'inviter à faire une conclusion avec tout ce qu'on a vu. Moi, il y a des mots que je retiens comme l'estime de soi, l'auto-observation, l'acceptation des émotions. Est-ce que tu voudrais nous faire une petite conclusion justement pour ceux qui nous écoutent, puis pour s'en aller justement vers l'équilibre? Oui, donc en bref, le message qu'on veut vous envoyer, c'est que c'est normal d'avoir des émotions qui sont plus désagréables. C'est normal de ressentir du stress au quotidien. Osez demander, osez aller vers l'autre aussi. Osez tendre la main aux gens qui ont besoin d'être écoutés. Puis aussi, tu sais, sentez-vous pas non plus seul au monde. Des fois, quand on file pas, là, on se dit, mon Dieu, je suis tellement toute seule à vivre ça. Mais au contraire, quand on s'ouvre aux discussions, quand on va aller briser les tabous de la santé mentale, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un mouvement qui est en train de se créer, dans le fond. Donc, comme citoyens, citoyennes, je pense qu'on a tous le pouvoir, vous et moi, de changer ces perceptions-là, puis de se rendre compte que la santé mentale, ça concerne 100% des gens, pas seulement les gens qui ont un diagnostic.